Bonjour à tous, vous regardez Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management sur Bismart for Change. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse à l'édition 2025-2026 des WorldSkills. C'est du 16 au 18 octobre prochain à Marseille. On va en parler avec Florence Poivret, elle est la présidente de WorldSkills France. Vous verrez, elle est très enthousiaste sur tous ces participants très talentueux. Dans le cercle RH, on va se demander si le diplôme en 2025, ça a encore de l'importance et surtout le contenu des études, justement une enquête d'Indeed remet en question la pertinence de ce qu'on apprend à l'enseignement supérieur. Charles Chantala, qui est spécialiste de l'emploi pour Indeed justement, sera là en plateau avec moi, accompagné de Vincent Azouani, qui est le cofondateur de l'application Wapply. C'est une application qui justement veut lutter contre les biais de recrutement et la force trop importante des diplômes dans les process de recrutement. Et enfin, dans la dernière partie de l'émission, le livre de Smart Job, un livre passionnant, Le pouvoir de l'intelligence relationnelle. C'est la conférencière Michaela Merck qui l'a écrit et vous verrez, c'est extrêmement intéressant, c'est aussi très bien structuré. Il y a plein de petits secrets pour mieux vous comporter avec vos collègues. Vous verrez, ça va vous aider au bureau. Tout de suite, on se met bien dans son job. Les boulangers, les soudeurs sont des champions comme les autres. En tout cas, c'est la philosophie des WorldSkills. L'édition française se déroule du 16 au 18 octobre au Parc Chano à Marseille. Et on va en parler avec donc Florence Poivret, qui est la présidente de WorldSkills France. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. On commençait à en parler hors antenne parce que je sentais il y a un très très grand enthousiasme de votre côté, sachant que les 800 participants qu'on va avoir là à Marseille, c'est déjà des gens qui ont gagné les compétitions dans leur région. Pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez résumer en quelques phrases WorldSkills, c'est quoi? Avec bonheur. WorldSkills, sans galvauder la marque, ce sont les Jeux Olympiques des métiers pour les jeunes de moins de 23 ans. Nous avons eu la chance, en France, d'accueillir la compétition internationale l'année dernière à Lyon. C'était là 1500 jeunes, tous médaillés d'or de leur métier dans leur pays, qui sont venus défendre un titre mondial. C'est une compétition qui a lieu tous les 2 ans. Et comment se décline-t-elle en France? En France, la première étincelle, elle est créée, elle est donnée d'une certaine façon, offerte par les régions. Les régions politiques sont à la manœuvre pour les sélections régionales. Et donc, c'est les régions qui organisent, qui accueillent, qui font en sorte de faire qui donnent envie de ces... Donc, beaucoup de communication en amont pour qu'il y ait des candidats. Bien sûr, et nous avons eu, sur la dernière sélection, plus de 9000 jeunes qui ont exprimé la volonté de participer à cette sélection régionale. Et la gamme des métiers représentés, j'ai l'impression que d'année en année, elle s'élargit. Il y a même du jeu vidéo désormais. Oui, alors elle est très large parce que cette compétition, elle a été voulue au lendemain de la guerre pour un besoin très spécifique qui était de reconstruire. Et elle a gardé dans son ADN d'être au rendez-vous des besoins du marché, de l'économie, des entreprises. Donc pour nourrir les métiers en tension principalement? Donc, pour nourrir, mais tous les métiers, et pour montrer que la modernité s'est invitée dans chacun des métiers. Je vais vous donner quelques exemples. Oui, il y a des épreuves du tailleur de pierre à la cybersécurité aujourd'hui. Oui, c'est 2 époques différentes, on pourrait croire. On pourrait croire, mais le tailleur de pierre, pour le même compétiteur, première épreuve, premier module, digital. Donc modéliser peut-être ce qu'il va tailler. Deuxième module mécanique, le réaliser, et troisième module, la finition, le geste traditionnel. C'est un peu créatif. Oui, mais il y a tout. La modernité, c'est un... Et pareil, j'imagine, pour le boulanger. Et Notre-Dame ne nous aurait jamais été rendue le 8 décembre si la modernité ne s'était pas installée. Vous évoquez le boulanger. Il y a 2 ans, parce que c'est les Jeux Olympiques internationaux, nationaux, mais aussi européens. Il y a 2 ans, à la compétition européenne, je passe voir notre jeune boulanger, compétiteur boulanger. Il avait un pain libre à réaliser. Qu'est-ce que je découvre? Que sur son pain, il a déposé une plaque. Sur sa plaque, il a imprimé un QR code. Je prends mon téléphone, je scanne le QR code. Qu'est-ce que je trouve? Le drapeau français, la recette en polonais, en anglais et en français, et les circuits courts. Et si ce jeune n'était pas en train de nous exprimer que oui, la modernité, elle s'est installée aussi. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et chaque métier est noble, c'est ça que l'on veut montrer. Ouais, et la modernité, ça ne concerne pas que la technologie, c'est aussi social. Et justement, je crois que dans l'édition 2025-2026, il y a un accent qui est mis pour les participants en situation de handicap. Donc, c'est Parcours, comment il s'appelle exactement? Parcours Plus. Ça, c'est un engagement aussi moral, c'est de
de libérer l'accès à l'emploi à des populations qui, on le sait, sont souvent plus touchées par le chômage. Alors, c'est au-delà d'un engagement moral, nous avons fusionné avec l'instance Abilympics, qui est l'instance française. Abilympics, pardon, c'est la compétition internationale pour les personnes, des métiers pour les personnes. Paralympiques. Oui, absolument. Et l'instance française, nous avons fusionné avec elle. Cette compétition a lieu que tous les 4 ans, mais nous leur avons dit avec beaucoup d'humilité. Pourquoi nous séparer ? C'est ça, pourquoi ne pas faire ça ensemble ? Et on ne va pas vous inclure. On va essayer d'aller jusqu'à la fusion. Et fusion, ça veut dire quoi ? Du 15 au 18 octobre à Marseille. Ça veut dire que, d'une part, les compétiteurs en situation de handicap, ils seront en compétition entre eux, ce qui n'avait jamais existé, pour être celui ou celle qui participera à l'équipe de France pour les Abilympics à Helsinki. On peut avoir entre guillemets quelqu'un en situation de handicap qui représentera la France aux mondiaux à Shanghai. Alors, là, c'est pour principalement pour les Jeux, les Paralympiques qui auront lieu à Helsinki en 2027. D'accord, Abilympics. Abilympics. Mais ce qu'il y a de très nouveau, et moi je le dis avec beaucoup d'émotion et d'admiration pour les équipes de WorldSkills France et d'Abilympics qui ont fusionné, c'est que les épreuves seront les mêmes. Pour les personnes en situation de handicap et nos jeunes, l'épreuve sera la même, en même temps, sur le même lieu. Les critères de notation seront les mêmes. La seule chose qui va être différenciée, c'est les scorings, parce que Abilympics n'a pas de limite d'âge. Et nous, je vous l'ai dit, ce sont les Jeux olympiques pour les moins de 23 ans. On n'a pas le temps d'aller plus loin, mais je sais qu'il y avait une autre grande cause cette année, c'est la féminisation des métiers dits masculins. Et là, on pourrait faire une émission complète dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup Florence Poivret, donc présidente de WorldSkills France, pour cet enthousiasme débordant. WorldSkills France, donc 2025, c'est du 16 au 18 octobre. C'est à Marseille. C'est donc au parc Chano. Et ça va être du grand spectacle. Oui, ça se vit. WorldSkills, ça se vit. Il faut y venir. Vraiment, vous verrez. Vous serez bouleversés et emplis d'énergie positive extraordinaire. Le message est passé. Le cercle RH, c'est la prochaine séquence de Smart Job. On va s'intéresser à la place du diplôme et surtout à la place des études dans la préparation de nos carrières. Et vous le verrez, c'est plus une évidence. J'en parle avec mes invités après le jingle. Est-ce que le diplôme est surfait ? Est-ce que les études ne nous préparent plus à la réalité du monde du travail ? C'est le sujet très sérieux d'une étude d'Indeed et on va la décrypter avec mes invités, notamment Charles Chantala. Bonjour. Bonjour. Spécialiste emploi chez Indeed. Alors l'étude, elle est faite avec Census Wide. On va y revenir en détail juste après avoir présenté donc Vincent. Vous êtes Vincent Boisiani, cofondateur de Waply. C'est quoi Waply ? Parce qu'on connaît moins qu'Indeed. Pas encore. Pas encore. Waply, c'est une application. Donc là, on prononce à la française déjà. C'est ça, Waply. On peut la prononcer à Waply aussi en anglais. Avec le verbe apply. C'est ça, exactement, tout à fait. En fait, c'est une application, on peut dire que c'est le Google de la recherche d'emploi. On va venir récupérer un peu toutes les offres d'emploi qu'on peut trouver sur le web et tous les candidats aussi qu'on peut trouver sur le web qui ont montré une intention de recherche d'emploi. On va les intégrer dans une application qui s'inspire des applications de rencontre. Et par exemple, un cas d'usage, ça peut être Mathieu qui habite à Bobigny, qui recherche un poste de développeur en alternance. Et ben nous, on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, lui filtrer toutes les offres d'emploi qui correspondent à ce qu'il recherche sur le web. Et en un swipe, on va envoyer son CV de manière anonyme au recruteur. Vous avez dit Google, mais Swipe, ça me fait penser plutôt à Tinder, même si je ne l'utilise pas. Mais donc, pourquoi on préfère se positionner sur Google que Tinder ? C'est pour le sérieux ? En fait, c'est pour le sérieux, mais aussi Google est un outil de sourcing. Et nous, en fait, on s'est basé sur du sourcing. Mais avec une expérience qui est ludique. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs sur les applications de rencontre. Donc, ça montre que cette expérience-là plaît aux gens. Donc, on a mixé un peu les deux expériences. Et donc, on a tendance à candidater à plus d'offres, exactement. Et c'est beaucoup plus rapide. Alors, l'étude d'Indeed, très intéressante, elle nous dit, et le chiffre, on va peut-être pouvoir le voir, 40% des salariés actuels qui ont fait des études supérieures déclarent que leurs études ne les ont pas préparés ou pas complètement préparés à ce qu'ils expérimentent sur le marché du travail. Et moi, Charles, je me pose une question, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Parce que c'est quasiment la poire en deux, mais si on faisait l'étude il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait un score inférieur ? On aurait sans doute un score inférieur il y a quelques années, donc on sent qu'il y a une évolution dans la manière de recruter de la part des entreprises, et puis aussi on a une bien plus grande proportion de gens qui font des études supérieures.
On pourrait se dire que finalement, c'est un peu décevant du côté des candidats. À la fois, quand on demande à... Parce que ça fait 60% quand même qui s'estiment bien préparés. Voilà, qui s'estiment bien préparés. Et donc, on pourrait se dire, bon, ça fait pas mal de déçus, mais finalement, quand on s'adresse aux recruteurs, là, c'est presque pire, puisqu'on en a quand même une grande proportion qui déclarent que les personnes qui reçoivent en début de carrière n'ont pas vraiment été formées à la réalité du terrain, qu'il y a des lacunes sur certains aspects, ou du moins qu'ils sont intéressés de recruter de plus en plus sur la base de compétences et un petit peu moins sur la base des diplômes. Et justement, l'étude, c'est là où il y a quand même une distinction à faire entre le diplôme ou le contenu des études. C'est pas exactement la même chose et votre étude, c'est plus ce qu'on a appris pendant les études qui est visé. Mais si, avant de partir sur cette étude précisément, on parle du diplôme, le diplôme en tant que tel, quand je sors d'une grande école, là, le poids de ce diplôme, il est intact ou pas? Alors, il est sans doute toujours aussi important dans un pays un peu traditionnel de ce point de vue-là en France, Comme nous, mais il est moins dans certains autres pays, notamment des pays anglo-saxons. Et surtout, il a un impact qui est déclinant malgré tout, dans le sens où, encore une fois, en une génération, c'est un changement qui est très rapide. On est passé de seulement 25% de la population qui avait un diplôme du supérieur à plus de 50%. Ouais, c'est devenu une Donc, norme. ce qui était finalement un moyen de sélection a priori, dans certains cas, et c'est tout aussi frustrant pour les candidats, est devenu presque un prérequis indispensable, mais ça ne m'empêchera pas d'aller vérifier si par ailleurs il y a des compétences qui sont bien acquises. Parce que malgré tout, donc là je me tourne vers vous Vincent, c'est que quand on est diplômé, alors on pourrait citer Harvard, pour citer ou Columbia, pour citer des grandes universités anglo-saxonnes, américaines, celles qui sont bien classées au classement de Shanghai par exemple, on imagine qu'au-delà de ce qu'on y apprend, c'est aussi les réseaux qu'on y crée et surtout, on parle beaucoup des relations école-entreprise, université-entreprise. Et donc, si je sors d'une grande école, malgré tout, j'ai peut-être accès directement à plus de grosses entreprises et à des meilleurs postes. Une grande école, c'est aussi comme avoir un label. Être certifié par cette école-là, d'avoir certains soft skills, d'avoir une certaine rigueur et d'avoir aussi acquis un certain réseau le temps de scolarité. Des codes. Exactement, des codes aujourd'hui que de certaines grandes entreprises recherchent. Et c'est pour ça que ces grandes entreprises vont aller souvent sourcer dans ces écoles-là, non pour les diplômes en soi, mais plus pour les soft skills que ces personnes ont développés. Et les garanties que l'entité, l'institution apporte. Exactement, le label de cet étudiant. Sur le marché du travail, les recruteurs, parce que visiblement, c'est deux salles, deux ambiances, le ressenti des recruteurs est un peu plus critique. Qu'est-ce qu'ils reprochent à leurs candidats? Qu'est-ce qu'il manque en termes de compétences? C'est du technique? C'est du soft? C'est plutôt du soft skills, ce qu'on observe à la fois par cette étude qu'on a pu faire avec Census Wide ou même juste dans la rencontre entre les millions d'offres d'emploi qu'on trouve sur Indeed et les centaines de milliers de recruteurs qui sourcent des candidats. C'est que malgré tout, ils mettent en place de plus en plus des manières d'aller détecter des soft skills, comme la capacité à collaborer efficacement en entreprise, une certaine forme d'agilité, de curiosité, d'écoute, exactement, donc des compétences interpersonnelles aussi. Modestie. Modestie, alors ça ressort pas nettement de notre étude, donc je ne me lancerai pas sur cette opinion plus personnelle. Par contre, il y avait l'adaptabilité, 28%. Voilà, et l'adaptabilité qui, sans doute, devient de plus en plus important dans le sens où on sort aussi d'une époque où les compétences qui étaient requises sont obsolètes au travers d'une carrière pouvaient durer plus longtemps. Et là, on a une obsolescence, pas forcément juste du diplôme, mais des compétences en général. Ce qu'on attendra de nous dans 10 ou 15 ans est sans doute très différent de ce qu'on avait appris en tout début de carrière. Totalement. Et il y a une autre compétence, une autre soft skills qui est mentionnée à 27%, c'est la gestion du temps. Et là, je me tourne vers vous, parce que vous êtes, Vincent, dans les toute jeune génération. On est dans une époque où, justement, on ne prend pas forcément le temps de faire les choses. On est ultra sollicité, ne serait-ce que par les applications, les loisirs. On nous demande aussi de toujours faire les choses plus vite. Savoir gérer son temps, en effet, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ceux qui savent le faire, ils ont un avantage concurrentiel énorme. Totalement. La gestion du temps, c'est quoi? C'est même un des pains de notre société actuelle. Aujourd'hui, les jeunes, par exemple, en passant trop de temps sur nos écrans, on perd beaucoup de temps aujourd'hui à scroller sur TikTok ou Instagram, au lieu de faire des choses qui vont vraiment nous aider dans la vie, qui vont nous permettre de nous développer. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les entreprises, même depuis l'avènement de l'intelligence artificielle pour tous, qui peut remplacer énormément de compétences techniques. Et qui est censé nous faire gagner du temps. Exactement, ça nous fait gagner du temps, mais ça facilite les compétences techniques. Donc les entreprises, mais moi, quand je discute des entreprises, sont beaucoup plus concentrées sur des soft skills qui peuvent s'adapter à différents postes aujourd'hui. La technique, ils l'apprendront sur le terrain. La technique, ils l'apprendront sur le terrain, ils seront formés. Et aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, même l'IA sera encore 10 fois plus puissante qu'aujourd'hui et pourra aider un humain à 50% dans ses tâches professionnelles. Et Charles, sur l'étude, quand on rentre dans le détail, la question qui est posée aussi, c'est
ce qu'on fait dans la formation et le temps qu'on passe dans sa formation en entreprise. Et visiblement, quand on regarde les chiffres, l'alternance, les stages, finalement, ce qui ressort, c'est que c'est là où on apprendrait le plus. Ouais, c'est ce qui permet en quelque sorte de faire la passerelle entre ces petits manquements de nos études peut-être théoriques, purement théorique. académiques, et le monde réel de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'observer qu'on a nos étudiants qui estiment à plus de 80% que le diplôme est très utile et indispensable pour rentrer sur le marché du travail. Et puis une fois qu'ils rentrent en entreprise, ils se disent finalement, ils sont J'ai plus pas- que 40% à dire que ça les a bien Il manque préparés. des trucs. Parce qu'ils découvrent effectivement cette difficulté, et notamment en tout début de carrière, où je pense qu'il va y avoir une certaine souffrance là chez les jeunes diplômés, puisqu'on leur a promis pendant des années que c'était indispensable de faire ces grandes études. Finalement, barrière à l'entrée, puisque serpent qui se mord la queue, on me dit attendez, vous n'avez pas encore de première expérience, alors qu'ils sont en train d'en demander Ça, c'est une. un peu la faute des employeurs aussi, qui doivent aussi prendre en compte Alors, le de manque ce point de vue-là, d'expérience. la bonne nouvelle, c'est que justement, quand même, ce qu'on détecte chez les recruteurs, c'est qu'on en a quand même 66% qui disent que dans les dernières années, ils ont fait changer leur mode de sélection pour prendre en compte davantage d'analyse de compétences. L'intégration d'ailleurs de l'IA va aussi s'appliquer au processus de recrutement. Et là, c'est aux écoles de s'adapter, là, parce que Voilà, mais surtout, on va redonner du temps à nos recruteurs pour se consacrer à des choses un peu plus intéressantes que simplement le screening sur la nature des études que vous avez effectuées, est-ce que vous avez bien le permis B pour tel ou tel et métier, plus discuter avec le candidat. et passer plus de temps à aller vérifier que les critères soft dont on parlait tout à l'heure sont bien réunis chez le candidat. La question à 1 million d'euros, si on apprend beaucoup plus en stage, en alternance, à quoi ça sert d'aller en études supérieures, en fait? Pourquoi on va encore à l'école si c'est moins efficace? Alors autant l'importance du diplôme semble décliner, mais encore une fois, je pense que Mais ça, c'est relatif, loin- ça reste important. voilà, ça reste Surtout quand on l'a pas. Ça reste malgré tout important. Encore une fois, il faut bien distinguer le fait que c'est plus que ça paraît ne plus suffire. Malgré tout, il faut être honnête. Beaucoup d'entre nous, quand on recrute, beaucoup de recruteurs le voient un peu comme un espèce de prérequis, encore une fois un gage de sérieux, c'est-à-dire la capacité à travailler très jeune, à emmagasiner de l'information. C'est un mode de sélection comme un autre, Ouais, qui a puis ses défauts. suivre des critères de sélection jusqu'au bout. Exactement, on a bien imposé, on a tous appris sans doute des compétences en mathématiques qu'on n'exploite pas au quotidien. Exactement. C'était un mode d'entraînement de notre cerveau et de sélection aussi Et qui comme nous un sert autre, directement. même si on n'est pas devenu mathématicien en l'occurrence, en tout cas certainement pas moi. Vincent, vous êtes d'une génération assez jeune, mais vos parents, c'était, j'imagine, génération Y ou X, et eux, en fait, ils ont étudié dans une époque où on leur disait, tu vas apprendre un métier, et ce que tu vas apprendre va te servir toute ta carrière. Et c'est peut-être pas évident pour des parents de gérer des enfants qui, en fait, eux, arrivent sur un marché du travail qui va être radicalement différent. C'est que motiver un étudiant à dire, tu vas apprendre un métier, mais ça va être ton métier que pendant peut-être 3, 4 ou 5 ans. Totalement. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération où les parents sont de plus en plus connectés. Donc aujourd'hui, ils sont au courant de Ils sont au courant et l'évolution conscients. des choses, exactement. Moi, par exemple, pour vous dire la vérité, moi, j'ai quitté l'école après le bac. Donc ça a été une grande surprise pour ma mère pourquoi j'ai quitté l'école. Mais le système scolaire et moi, à cause de handicap invisible, n'étaient pas compatibles. Mais pourtant, j'ai réussi à avoir des compétences que j'ai développées parce que j'ai commencé à travailler tôt. Et j'ai pu Dans l'entrepreneuriat aussi. dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé l'entrepreneuriat très tôt et ça a été des compétences transversales. Et après le bac, au bout de 6 mois, je suis devenu directeur d'agence dans une boîte d'assurance et je suis devenu même directeur. J'ai fait 1 million de chiffre d'affaires et ça m'a montré qu'aujourd'hui aussi, j'ai compris très tôt et ma mère l'a compris aussi au travers de mon parcours que ce qui était important, c'était l'expérience et les compétences qu'on a. Ce qui est à la fois un peu minoritaire, c'est des parcours qui ne sont pas forcément les plus courants, mais il y a 20 ans, 30 ans, ce type de parcours de personnes n'ayant pas été douées pour les études, mais qui devenaient entrepreneurs, chefs d'entreprise, ça existait déjà. Ça, ce n'est pas une nouveauté en soi qu'on puisse se former en dehors du système éducatif parce qu'on n'y était pas adapté. Non, tout à fait, puisque comme on le disait tout à l'heure, on avait quand même 75% de la population qui n'avait pas de diplôme. Et supérieur, donc il y avait c'était des chefs d'entreprise dedans. C'était le cas ultra majoritaire, donc effectivement, mes parents sont dans ce cas-là exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que la nouveauté, c'est qu'on va retrouver des profils atypiques ayant fait des études, c'est-à-dire en fait des gens qui ont fait des études et qui Mais ne qui les n'en appliquent savent pas, plus, qui ne pareil. les appliquent pas du tout dans leur carrière professionnelle et qui bifurquent 1 fois, 2 fois, 3 fois dans leur carrière. Et justement, c'est peut-être ça la grande nouveauté. Ça dit quoi de notre société, le fait que on va devoir peut-être même apprendre pendant les études à savoir apprendre pour la suite. C'est peut-être plus ça l'enjeu, c'est de se former à savoir apprendre de nouvelles compétences tout au long de la vie. Ouais, c'est ce qu'on retrouve quand effectivement nos employeurs ou les recruteurs disent qu'ils cherchent de l'adaptabilité. En fait, on pourrait le résumer comme ça. C'est une chose d'apprendre. La compétence ultime peut-être pour nos enfants, c'est de leur apprendre à apprendre en permanence, qu'ils aient bien conscience que
encore plus sans doute pour les générations qui arrivent que pour la nôtre. La carrière linéaire de 40 ans C'est ou fini. 42 La est carrière à complètement papa, terminée. tu l'auras pas. Voilà, donc et c'est d'ailleurs potentiellement quelque chose de très souhaitable. Passionnant, C'est sans doute, ça nécessite un engagement quand même assez fort. Donc je comprends que ça puisse créer une source de stress pour certaines personnes qui préféreraient avoir une vie un petit peu plus linéaire. Pour autant, ça va aussi permettre à plus de monde de trouver un métier dans lequel ils s'épanouissent. Les carrières de nos parents très linéaires que certains idéalisent étaient aussi des carrières où on attendait beaucoup moins de son emploi. Monotone, peut-être. S'il payait mes factures et que j'avais, disons, un bon niveau de vie pour moi et mes enfants, c'était suffisant. C'est vrai que la génération qui arrive après attend aussi un intérêt intellectuel de s'y épanouir, sens. de s'y construire. Mais là, la grande question, j'ai envie de dire, elle est plus macroéconomique, c'est-à-dire qu'on parle de faire plusieurs carrières dans la même vie, sauf qu'on sait que les seniors qui perdent un emploi ou qui changent d'emploi ont du mal à en retrouver. C'est l'une des catégories d'âge les plus touchées par le chômage. Totalement. Donc là, comment on peut faire pour que la société change dans le bon sens, pour que ce soit plus un problème de ne pas faire la même carrière toute sa vie? Aujourd'hui, en fait, le monde change. Déjà, on est déjà sur le lancement. Les entreprises, les entreprises avec qui on discute l'ont compris qu'aujourd'hui, le monde change. Et aujourd'hui, même les seniors avec qui je discute sur LinkedIn ont compris qu'ils devaient se former, en fait, et ne plus attendre et ne plus compter sur leurs anciens diplômes. Et pas attendre une rupture de contrat pour Non, le faire. exactement. Maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de seniors en alternance, en stage, en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que même cette population-là, c'est adapté au code d'aujourd'hui, qui est aujourd'hui l'apprentissage en continu, et essayer d'avoir le maximum d'expérience et de compétences possibles. Et de faire des choses nouvelles régulièrement. Charles, vous Totalement. vouliez ajouter quelque chose? Ouais, Le mot de la fin. Il y a quand même il y a quelques éléments qui vont nous aider à faire cette bascule. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur des. En tout cas, il y a des biens conscients qui sont débusqués enfin. Totalement. Et puis surtout, on va commencer à avoir les outils, que ce soit techno ou aussi cette approche basée plutôt sur les compétences que sur les diplômes, qui vont nous permettre d'aller détecter des talents que l'on ne regardait pas. Et ça va être fait par la force des choses, puisque le vieillissement de notre population et le tarissement de nos bassins d'emploi vont nécessiter de se tourner vers les personnes plus âgées. C'était un luxe, si je puis dire, De très les écarter. néfaste de périodes de chômage élevé qu'avaient les entreprises de pouvoir négliger en quelque sorte des Totalement. franges entières de la population. Charles Chantala, merci beaucoup. Spécialiste de l'emploi chez Indeed. Donc, on a parlé de cette étude faite donc Indeed et Census Wide. Et Vincent Azouani, donc cofondateur de Waply. Moi, je prononçais Waply, mais comme on veut. W-A-P-L-Y. Chacun comme on le préfère. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. On a parlé des soft skills comme l'une des demandes des entreprises. Justement, le livre de Smart Job qu'on va traiter après ce jingle parle de l'intelligence relationnelle qui est peut-être la mère de toutes les soft skills. Faites-vous preuve d'intelligence relationnelle. Sachez qu'au bureau, ça peut vous aider à avoir de meilleures relations avec vos collègues, avec vos patrons, avec vos subordonnés. Surtout, c'est le point commun de beaucoup de leaders qui font preuve d'empathie, qui font preuve de modestie, de passion et qui donc arrivent à embarquer leurs équipes. C'est l'objet d'un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'intelligence relationnelle » écrit par Michaela Merck. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc c'est votre livre, il est passionnant et dedans, vous avez interrogé des dirigeants que vous avez triés sur le volet. Ce n'est pas tous les dirigeants qui font preuve forcément d'intelligence relationnelle. Et dans votre préface, c'est un dirigeant qu'on connaît bien dans Smart Job, Jean-Claude Legrand, directeur des relations humaines. On ne dit pas ressources humaines, mais relations humaines chez L'Oréal. Je vais le citer parce que moi, ça m'a marqué. Il nous dit « Le pouvoir de la relation est inouï, car c'est elle qui donne toute sa puissance à l'altérité, cette capacité à valoriser la différence de l'autre. » Et je me suis dit, dans le contexte actuel, c'est extrêmement puissant de dire ça. Vous, quand vous avez lu cette préface et cette phrase-là, ça vous a inspiré quoi? Ça a inspiré en fait toute la motivation pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce qu'aujourd'hui, on travaille dans les entreprises et aussi ceux qui ne sont pas forcément en entreprise, dans des associations, dans les écoles, dans tous milieux. On est dans une diversité sans précédent. Il faut, dans une diversité, savoir collaborer ensemble, malgré nos différences. Et toute cette préface, elle est faite aussi pour ça. D'ailleurs, Jean-Claude Legrand, c'est celui qui a initié tout au début, il y a beaucoup d'années, chez L'Oréal, le département de la diversité. Et je l'ai connu quand j'ai intégré L'Oréal en 1999. Et 20 ans plus tard, on s'est retrouvés, il m'a reconnu par mon nom.
Et là, je me suis dit, ce monsieur, il a de l'intelligence relationnelle. Et il a de l'empathie. Et de l'empathie, et cette capacité aussi de respecter la diversité, quelle que soit finalement notre origine, notre éducation, notre religion, notre langue, notre familles dans goût. lesquelles on a grandi. Absolument. Et c'est ça ce qui fait qu'on arrive à mieux collaborer ensemble. Oui, parce que ça n'a pas de sens, on ne fait pas les choses que pour nous. Si on agit que pour nous, ça n'a pas de sens. Et c'est un peu ça le message derrière cette phrase qui est très forte. Vous, votre livre, il est structuré un peu comme une boîte à outils. On pourrait l'ouvrir au milieu et trouver une règle à appliquer, à lire dans la journée. 5 grands pouvoirs. Je me suis beaucoup intéressé à l'empathie, le premier, parce qu'on ne pense pas forcément à empathie quand on pense au chef, le leader, le décideur. Et vous dites dans les premières règles d'or, la première, c'est écouter avant de parler. Règle d'or numéro 2, observer avant d'agir. C'est contre-intuitif, mais en fait, c'est essentiel, c'est ça? En fait, vous dites quelque chose de très intéressant parce que il y a 20 ans, 30 ans, effectivement, le chef, le dirigeant, c'était l'autorité. Top-down, vertical. On disait ce qu'il faut faire, j'exécute. Aujourd'hui, avec la jeune génération, ça marche plus du tout. Ils veulent vraiment sentir que le dirigeant, il a aussi des valeurs humaines. Il est un être avec des valeurs. Il est respectueux. Il donne du sens. Il est modèle pour les autres. Et ça commence avec l'observation déjà. Dans l'observation, justement, vous dites quelque chose. Alors, c'est très pratique. Vous dites... Essayez, quand vous rentrez dans une pièce, d'observer un élément qui rend la pièce beaucoup plus austère, beaucoup moins accueillante. Observer un autre élément qui, à contrario, rend la pièce plus accueillante. Et le but, c'est quoi à terme? C'est de réussir vous-même à créer des espaces qui soient beaucoup plus accueillants, de faire le tri. C'est conscientiser, en fait, ce qui, de toute façon, va être ressenti. C'est ça. En fait, dans ce livre, il y a à chaque fois, sur chaque règle d'or, il y a un exercice. Parce que je voulais que ça soit hyper pratique. Et l'exercice que je propose sur l'observation, notamment, c'est de rentrer dans un espace et de se dire qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est convivial. Et en plus de ça, j'observe pas uniquement l'éclairage ou le mobilier, mais aussi les gens. Et là, c'est très intéressant parce que, par exemple, quand on a une cantine, de se dire qui parle avec qui prend toute la place, qui est à côté tout seul, qui a rien à dire, qui rigole, qui sourit, qui fait rire. Et en fait, quand je suis un dirigeant ou je compose, par exemple, une équipe sur un projet, cette capacité d'observation est extrêmement puissante parce que je peux composer grâce à ça la bonne équipe complémentaire. Exactement. Et comme vous avez dit, est-ce que je peux améliorer des choses? Oui, avec cette sensibilité que je développe moi-même par presque me forcer d'observer plus. Conscientise. Voilà, me travaille ce muscle de l'observation et me permet de faire après des améliorations dans les espaces, dans le bureau. Le temps file très très vite. Je sais que la seconde partie de votre livre est consacrée à l'IA et je pense qu'on vous réinvitera pour parler spécifiquement de l'IA au service des relations interpersonnelles parce que c'est à mon avis un gros sujet. Mais là, j'invite tout le monde à regarder ce livre, Le pouvoir de l'intelligence relationnelle, Michaela Merck. Merci beaucoup, à très bientôt. L'émission, malheureusement, est terminée. Comme je disais, ça a filé très, très vite. Je remercie Charles qui était à la réalisation, l'immense Paul qui était au son et Émilie qui était dans l'oreillette et qui me conseillait notamment sur le respect des timings. À bientôt avec le taulier Arnaud Ardouin qui sera là au prochain numéro.